On arrive à la dernière conférence de cette journée et j'ai le plaisir de vous présenter Julia de Funès, qui est docteur en philosophie. Vous l'avez peut-être déjà vue sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou à la télévision. Elle est très médiatisée et c'est une femme brillante qui a beaucoup écrit sur la vie en entreprise avec une posture critique de cette idée de bonheur en entreprise. Et elle va nous parler maintenant de cette qualité de vie en organisation et d'un management plus humain. Et vous avez la possibilité toujours de lui poser des questions en utilisant le chat en bas à droite de votre écran. Et on se retrouve à la fin de sa présentation pour les questions-réponses. À tout à l'heure. Bonjour à tous et merci Marc pour cette introduction. Vous m'avez demandé de parler de bonheur, de QVT, d'investissement des collaborateurs. C'est très difficile de parler de bonheur au travail après la période malheureuse qu'on a traversée. Ça me semblait déjà malheureux avant la période Covid parce que j'ai critiqué cette notion, non pas le bonheur, ce serait évidemment absurde de critiquer le bonheur, mais cette idée de bonheur au travail qui a été pour moi une vraie mode depuis quelques années. Et souvent, cette mode se réduisait à mettre des artifices bonheuristes au service des collaborateurs. On leur créait des beaux cadres de travail, ce qui est très agréable, des poufs bleus, jaunes, rouges, verts, des rooftops végétalisés avec des tomates cerises et des pots de miel, des consoles de jeux, tous ces artifices bonheuristes qui font très bien, qui sont très sympas, mais qui n'ont, me semble-t-il, jamais rendu les salariés heureux, ou en tout cas penser qu'ils peuvent rendre les salariés heureux et c'est les prendre pour des imbéciles plutôt malheureux en l'occurrence, parce que si vous regardez les chiffres dans les entreprises, il n'y a jamais eu autant de burn-out, de bore-out, de brown-out, d'arrêts maladie qui n'en finissent pas de s'accumuler et ce sont des arrêts maladie longue durée et pas courte durée. Donc le paradoxe inouï, c'est qu'on n'a jamais autant parlé de bonheur au travail et il n'y a jamais eu autant de mal-être dans les entreprises. Ça veut bien dire qu'on vise mal, qu'il y a une erreur d'aiguillage et que le bonheur des salariés ne dépend pas de ces artifices et dont on réduit parfois la QVT à ces choses sympas, fun et cool. Je crois que le bonheur au travail est une injonction difficile à tenir. Pourquoi ? Parce que, philosophiquement, le bonheur est très compliqué. Ça fait 3000 ans que les philosophes tentent de définir le bonheur, ils n'y sont jamais parvenus. Chaque école, chaque philosophe a sa définition propre du bonheur. Si vous prenez la définition des stoïciens, des épicuriens, des kantiens, c'est pas du tout la même. Et donc, le propre du bonheur, c'est d'être indéfinissable. Si je vous demande quel serait votre bonheur demain, quelqu'un qui est malade va me dire, moi, mon bonheur, ce serait de recouvrir la santé. Quelqu'un qui a des problèmes d'argent va me dire, moi, mon bonheur, ce serait de gagner un peu plus d'argent. Et celui qui est loin des gens qu'il aime va me dire, moi, ce serait d'être plus proche et plus longtemps des gens que j'aime. Donc, c'est très personnel, c'est une affaire entre soi et soi-même. C'est pour ça que l'injonction au bonheur est quelque chose de trop généraliste pour être vraiment crédible. Deuxièmement, le bonheur est un état très instable. On peut être malheureux 3 semaines, très heureux les 6 semaines d'après et vice-versa. Donc ça dépend de contingences, ça dépend d'aléas qui excèdent le moi et sa petite personne. Et enfin, le bonheur au travail est aussi paradoxal puisque il dépend de personnes qui vont bien au-delà de l'individu qui travaille. Si mes enfants vont mal, je travaille nécessairement moins bien. Si mon conjoint est atteint d'une grave maladie, je vais forcément travailler moins bien, être moins heureuse au travail. Donc vous voyez, pour ces 3 raisons principales, le côté éphémère du bonheur, le côté indépendant de ma propre volonté et le côté indéfinissable du bonheur, c'est très difficile et problématique philosophiquement de parler de bonheur au travail. Le raisonnement qu'on entend souvent et auquel on peut souscrire, mais qui pour moi est un faux raisonnement qui prend la cause pour la conséquence, c'est le suivant. On entend très souvent dans les entreprises maintenant, des gens heureux au boulot seront plus performants. Donc c'est pour ça qu'on a mis le bonheur en première ligne et c'est en vue évidemment de la performance, ce qui n'est pas critiquable pour une entreprise puisque l'objet, la raison d'être de l'entreprise, c'est la performance, au-delà de la raison d'être de la loi Pacte. Donc c'est la performance. Mais être heureux au boulot pour être plus performant, c'est pour moi un faux raisonnement. Parce qu'on n'est pas heureux from scratch, on n'est pas heureux à partir de rien, à partir de quoi on serait heureux. C'est pas un état qui tombe de nulle part. À chaque fois qu'on est heureux dans nos vies, vous faites l'expérience, remémorez-vous vos moments heureux, c'est qu'on a obtenu, c'est qu'on est parvenu à quelque chose. Donc le bonheur est toujours la conséquence d'une action. J'ai réussi à obtenir cela, je suis parvenue à obtenir ceci, mais c'est toujours une conséquence. C'est pour ça que ce n'est pas parce que les gens sont heureux, à partir de quoi le serait-il qu'ils vont être performants, mais c'est parce qu'ils ont la possibilité d'agir et d'être performants qu'ils se sentiront beaucoup plus
plus heureux au travail. C'est-à-dire qu'on inverse la cause et la conséquence. On pense que le bonheur est une condition alors que c'est une conséquence. C'est la conséquence d'une action ou d'une performance possible. C'est pour ça que j'insiste beaucoup, et pour moi la QVT, la qualité de vie au travail, dont je n'aime absolument pas l'acronyme, parce que QVT, c'est vraiment très moche comme acronyme, on entend cuvette, et pourtant c'est la qualité de vie au travail, c'est quelque chose d'essentiel, mais la qualité de vie au travail concerne des choses beaucoup plus essentielles, beaucoup plus existentielles que ces artifices qu'on met en place et dont j'ai parlé. Et pour moi, les choses essentielles se résument à la possibilité d'agir. On le voit très bien avec les plus jeunes générations qui ont envie d'être auteurs, acteurs, agents, sujets actifs dans leur vie professionnelle, ce qui était peut-être moins le cas pour les générations précédentes. Et pour ma génération, j'ai 40 ans, on pouvait faire carrière, être un bon petit soldat dans une entreprise, ça suffisait parfois à faire sens, et ça me semble plus du tout être le cas, et c'est tant mieux. Il y a toujours des nuances à apporter, je raisonne là en termes générationnels parce que j'ai très peu de temps de vidéos, mais il faudrait évidemment nuancer. Mais en tout cas, les nouvelles générations nous acculent à repenser le sens de notre travail, et il semble qu'une autonomie, une action, la possibilité vraiment d'être le sujet agissant, le sujet actif de sa vie professionnelle, semble l'emporter bien plus qu'auparavant. Et l'action au sens philosophique suppose 3 choses. Pour être auteur de sa vie, ça suppose au moins 3 choses. 3 choses essentielles que je vais essayer de développer le plus rapidement possible, mais de façon assez exhaustive quand même. 1, on n'agit pas, on n'est pas l'acteur de sa vie, que ce soit professionnel ou personnel, si on ne prend pas de risque. Quand on agit, on prend un risque. Le risque est inhérent à l'action. Si on ne prend pas de risque, on est sur du programmable, on est une bonne machine mécanique, on est sur pilotage automatique, mais on n'est pas du tout le sujet agissant de ses actes. On l'a très bien vu avec la période Covid, on a dû s'adapter aux risques, aux aléas, aux contingences, et c'est ça, faire preuve d'intelligence d'action. Tous les grands hommes, toutes les grandes femmes d'action ont su être stratèges, et être stratège, ça veut dire quoi? Ça veut dire transformer un aléa, une contrainte, un risque en opportunité. C'est très difficile dans notre pays parce qu'on a une vision négative du risque. On a une peur bleue de l'échec, ça s'explique historiquement et on y reviendra peut-être lors des questions et réponses, j'ai pas trop le temps de développer là, mais on voit très souvent le risque comme une menace, très rarement comme une opportunité, ce qui nous paralyse dans l'action. Et c'est toute l'idéologie précautionniste dans laquelle on peut tomber, et on a eu des exemples d'actualité où on voit que le principe de précaution, qui est une règle d'action nécessaire, il faut évidemment prendre en compte les risques humanitaires, environnementaux, sociaux, mais très souvent ce principe de précaution dérive vers une idéologie précautionniste où là il s'agit de minimiser absolument les risques, de réduire les risques au point d'aboutir au risque zéro ou l'innocuité totale, et résultat c'est le principe inverse qui se passe, on paralyse l'action, et le principe d'action, le principe de précaution devient un principe paralysant, engourdissant pour l'action. Donc c'est cette dérive-là sur laquelle il faut, me semble-t-il, rester vigilant, c'est-à-dire ne pas sans cesse vouloir colmater le risque et ne pas vouloir accepter l'aléa. Cette période Covid nous a en plus forcé à jouer avec ces contingences-là et à montrer à quel point nous devions être tolérants avec ces risques, parce qu'il n'y a pas d'action sans risque. Je vous prends un exemple très concret. Napoléon, lors de la bataille d'Austerlitz, s'il avait vu le brouillard comme une menace absolue, aurait évidemment pas mené cette bataille-là, mais il a su, en tant que stratège, transformer ce brouillard, cet inconvénient, en aléa, en opportunité, et prendre d'assaut l'armée adverse. C'est un exemple extrême, bien sûr, mais c'est toute une logique, c'est toute une stratégie, c'est toute une intelligence d'action qu'il est bon de cultiver, me semble-t-il, pour rendre les salariés le plus autonomes possible, être beaucoup plus ouverts au risque et à l'erreur. Ça suppose une qualité qui est difficile aussi à cultiver, mais qui suppose l'intelligence d'action, je l'ai dit, suppose l'intuition. Pour jouer avec ces risques-là, il faut faire preuve d'intuition. L'intuition, c'est pas du tout la bonne calculette dans notre logiciel rationnel. L'intuition, c'est pas non plus du fit qui vient de nulle part au sens philosophique. L'intuition, c'est la sédimentation, le condensé de toutes mes expériences passées qui fait que je ressens intuitivement le sens d'une situation et je suis capable de sentir la situation et de prendre ou non un risque. Un capitaine qui a de l'intuition, c'est celui qui a suffisamment navigué sur la mer pour se dire là, je ressens la mer presque de l'intérieur et je sais ce qui va se passer, je suis capable de prendre ce risque ou pas. Je vous donne un exemple très concret aussi, le pilote qui a améri sur l'Hudson il y a quelques années. Évidemment qu'il n'est pas inscrit dans la procédure aéronautique amérissée sur l'Hudson, c'est un risque considérable. Simplement, le pilote a fait preuve de suffisamment d'intelligence d'action, suffisamment d'intuition liée à son expérience pour se dire là, je prends cet énorme risque. Il y a moins de risques à prendre cet énorme risque qu'à ne pas vouloir en prendre du tout. C'est ça l'intelligence d'action, c'est ça l'intuition, et l'action au sens noble du terme suppose cette prise de risque.
Le deuxième ingrédient de l'action, pour être vraiment autonome et pour contribuer à un mieux-être dans les entreprises et pour les salariés qui se sentent le mieux possible, toujours dans ce mouvement d'autonomisation possible, c'est le sens de l'action. On n'agit pas si on ne sait pas pourquoi on agit, et le sens de l'action devient très difficile à définir en entreprise. On traverse une crise de sens pour plusieurs raisons, et notamment un changement de paradigme sur le sens. Le sens, peut-être qu'on le définira lors des questions et réponses, je ne veux pas être trop longue là, mais le sens de l'entreprise, le sens du travail change complètement. Travailler pour travailler n'a aucun sens. Dès qu'on cherche un sens, on cherche une finalité extérieure à ce qu'on fait. Dès qu'on est dans une logique d'un mouvement pour un mouvement, on tombe dans l'absurdité. Manger pour manger n'a aucun sens, courir pour courir n'a aucun sens, travailler pour travailler n'a aucun sens. Donc il faut trouver quelque chose d'extérieur à l'action qu'on mène pour trouver un sens. Le problème en entreprise aujourd'hui et dans notre société, c'est qu'on est rentré, et ça j'emprunte le raisonnement à Heidegger qu'il utilisait pour le XXe siècle, mais c'est très vrai pour le XXIe siècle, on est rentré dans ce qu'on appelle l'univers de la technique, c'est-à-dire que les métiers sont devenus de plus en plus techniques. On progresse, on s'améliore scientifiquement, techniquement, et donc les métiers sont devenus très spécialisés. Il suffit de demander aux gens quel est l'intitulé de leur poste, et vous voyez que vous ne comprenez absolument rien à ce qu'ils font parce que c'est devenu très technique. J'ai souvent pris cet exemple, j'ai rencontré un salarié qui m'a expliqué un jour qu'il était coordinateur de flux transverse. Comment voulez-vous comprendre le sens de sa fonction? Il sait qu'il est utile, c'est un maillon absolument essentiel dans la chaîne globale de l'entreprise, mais on ne voit plus la finalité de ce métier-là. J'ai jamais vu un enfant de 5 ans me dire, moi plus tard, je deviendrai coordinateur de flux transverse. Les enfants rêvent de finalité, médecin, maîtresse, pompier, ce que vous voulez, pilote, mais c'est pas, on voit tout de suite la finalité de ce qu'on fait. Aujourd'hui, on ne voit plus la finalité de ce qu'on fait, parce que pour résister sur le marché économique, les entreprises se technicisent pour ne pas se faire engloutir par la concurrence. Pourquoi Apple fait l'iPhone 10, 11, 12? C'est parce que s'il ne fait pas ces téléphones-là, Samsung ou Huawei risquent d'engloutir Apple. Donc c'est la concurrence généralisée qui mène la danse. Et pour résister, c'est darwinien, sur le marché généralisé économique, les entreprises sont obligées de se techniciser. Mais la technique, c'est quoi? C'est exactement l'inverse du sens. Quand on apprend une technique, on apprend un moyen. Le moyen de faire quelque chose, c'est exactement le contraire du sens qui est la finalité. Si j'apprends une technique pour jouer du piano, je vais apprendre le solfège, mais le solfège n'est absolument pas une finalité en soi. La finalité, c'est de jouer du jazz, du classique, de la variété, ce que vous voulez. Donc on est rentré dans l'univers de la technique, ce qui fait qu'on a une perte de sens consubstantielle aux fonctions nouvelles, aux fonctions modernes. Ça explique la crise de sens. La période aussi explique, il y aurait plein de raisons, c'est plurifactoriel cette perte de sens, mais j'en donne une autre. Le sens du travail a complètement changé. Avant, le travail pouvait être considéré comme une finalité en soi. Aujourd'hui, plus du tout. Et ça, c'est aussi, je pense, générationnel. Le travail doit permettre, est un moyen au service d'autre chose que lui-même. C'est pour ça qu'il retrouve son sens. C'est parce que le travail n'est pas une finalité en soi qu'il faut lui trouver un sens. Et maintenant, si vous demandez à des gens de 25 ans, 30 ans, 35 ans pourquoi ils travaillent, c'est pour vivre des expériences, c'est pour s'acheter une maison, c'est pour, peu importe, nourrir ses enfants quand il y a des difficultés, bien sûr, mais c'est pas travailler pour travailler. Et je suis pas sûre que c'était exactement le cas dans les années précédentes. Donc il y a un changement de paradigme sur le travail redevient un moyen, c'est-à-dire qu'il récupère sa juste place, puisque le travail n'est qu'un moyen au service de la vie et non pas l'inverse. Le télétravail a énormément favorisé ce changement de paradigme sur le sens du travail, mais je vais y revenir dans un petit instant. Et le sens de l'entreprise a aussi changé. Une entreprise, une grande entreprise qui performait économiquement, qui avait un grand nom, une belle identité, suffisait à faire sens. On était très heureux. Pour moi, j'étais très heureuse d'aller travailler chez Air France, à la BNP, peu importe, dans des grands noms. Maintenant, ça suffit plus du tout. C'est nécessaire, il faut une identité de marque, il faut une performance évidemment financière et économique, mais ça ne suffit plus. Maintenant, les gens ne veulent pas simplement faire carrière, ils veulent travailler pour une cause. On le voit très bien, les entreprises qui parviennent à recruter, à attirer les plus jeunes talents sont celles qui contribuent à autre chose qu'elles-mêmes, à plus grand qu'elles-mêmes, une raison sociale, sociétale, environnementale, mais c'est cette raison d'être-là, au sens de la loi Pacte cette fois-ci, qui explique et qui génère cette envie d'aller travailler pour l'organisation. Pourquoi j'irais bosser dans cette boîte-là plutôt que dans telle autre? C'est parce que celle-ci contribue à quelque chose de plus grand qu'elle. Donc là encore, on voit que le sens, c'est quelque chose d'extérieur à l'entreprise, c'est quelque chose de plus grand, c'est une cause qui dépasse la performance financière et économique de l'entreprise. On change complètement de paradigme, l'entreprise n'est plus une finalité en soi, et le paradoxe, c'est quand elle ne reprend son sens que quand elle concède à n'être qu'un moyen au service d'autre chose qu'elle-même. Sur le sens, c'est essentiel pour les collaborateurs de saisir la finalité de ce qu'ils font.
Et vous avez vu qu'il y a un phénomène qui n'est plus du tout un épiphénomène, où beaucoup de gens qui ont des très belles fonctions, des très beaux diplômes, quittent tout vers 40, 50 ans, pour, à chaque fois que vous faites le test, c'est pour un métier relationnel ou manuel, c'est-à-dire où il y a de la matière humaine ou de la matière concrète, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de voir, on a besoin de voir très concrètement le fruit de notre travail, et c'est pour ça que le sens devient quelque chose d'assez essentiel et n'est pas quelque chose de fumeux. C'est une question qui était très latente depuis des années, mais que le Covid a évidemment accentué, que le télétravail a accentué. Enfin, la troisième chose essentiel à l'action pour être vraiment l'auteur, l'acteur de sa vie professionnelle. Donc, 1, des prises de risque, 2, du sens, et je l'ai défini très rapidement, on y reviendra j'espère, et 3, c'est la confiance. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de passage à l'acte sans confiance en soi ou sans confiance en les autres. C'est un mot qui est très galvaudé, on l'utilise énormément, et j'aimerais bien revenir sur la racine étymologique du mot qui est très parlante. La confiance, ça vient de cum fidere. Cum fidere, ça veut dire avec foi. Fidere, c'est la foi. Ça veut dire avec foi. Confiance, on entend le mot foi dedans. Quand on est dans le registre de la foi, c'est qu'on est dans le registre de la croyance, et quand on croit, c'est qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que la confiance suppose une incertitude, une ignorance. Si je vous fais confiance, c'est que je ne sais pas exactement comment vous allez vous comporter. Vous m'avez fait confiance, vous ne saviez pas exactement ce que j'allais dire. Donc il y a toujours cette incertitude, ce risque inhérent à la confiance. Sans risque, encore une fois, et ça reprend la première idée, sans incertitude, sans ignorance, il n'y a absolument aucune confiance. C'est pour ça qu'en entreprise, c'est très difficile, et on entend souvent des gens dire « mais j'attends de voir comment il se comporte et puis je lui accorderai plus ou moins ma confiance ». À ce moment-là, c'est tout sauf de la confiance, parce que la confiance n'est pas une déduction cognitive. C'est pas parce que je vois quelqu'un se comporter comme ceci ou cela que je lui accorde ma confiance. La confiance n'est jamais une conséquence, contrairement au bonheur dont j'ai parlé tout à l'heure. La confiance n'est jamais une conséquence d'action, c'est une condition. Elle s'impulse, elle s'amorce. On donne sa confiance, on parie sur l'autre. Comme quand on croit en Dieu, on parie sur l'existence de Dieu, on n'est pas certain de l'existence de Dieu, on ne peut pas prouver l'existence de Dieu, on ne peut pas prouver son inexistence non plus, donc on parie sur l'existence de Dieu, on est dans la foi, on est dans la croyance. Et quand on fait confiance à quelqu'un ou quand on se fait confiance à soi-même, on parie sur soi-même, on parie sur l'autre et on prend forcément un risque. Donc ce n'est jamais la conséquence d'une action, c'est une décision. C'est à la fois très facile et très difficile la confiance. Très facile parce que je décide oui ou non de vous faire confiance. Et c'est très difficile parce que c'est responsabilisant, on ne sait jamais comment l'autre va se comporter exactement. Si je décide de faire confiance à mes enfants, je prends le risque qu'ils se comportent d'une mauvaise façon. Donc la confiance n'est jamais la conséquence d'une action, elle s'impulse, elle s'amorce, c'est une condition. Elle est de l'ordre de la croyance et non pas de la connaissance. C'est pour ça que quand vous demandez à des gens à qui ils font confiance, souvent les gens vous disent, vous faites le test, 9 personnes sur 10 vous disent je fais confiance à des gens fiables. C'est absolument absurde. S'ils sont fiables, vous n'avez pas besoin de lui faire confiance. Pour faire confiance, il faut avoir une incertitude sur l'autre. Deuxièmement, c'est difficile, donc là j'ai voulu définir un peu la confiance, la logique de la confiance. Deuxièmement, c'est très difficile en entreprise parce qu'on est dans un univers du contrôle. Il s'agit de contrôler, les managers ne peuvent pas lâcher prise et faire un pari sur tous les salariés, il faut contrôler. Or, la confiance, c'est exactement l'inverse du contrôle, contrairement à ce qu'on dit. On rapporte cette phrase à Lénine, ce qui n'est pas prouvé, mais très souvent on entend la confiance n'exclut pas le contrôle. Elle est très pratique rhétoriquement cette phrase, mais elle est archi-fausse philosophiquement. Elle est d'une hypocrisie sans borne. Parce que le contrôle, on est dans l'ordre cognitif. On veut avoir des preuves, c'est tangible. On regarde ce que l'autre fait, on vérifie. Quand on fait confiance, je l'ai expliqué, on parie sur l'autre, on ferme les yeux, il y a une prise de risque, on croit en l'autre ou on croit en soi-même. Donc il y a des phases évidemment de contrôle nécessaires, il y a des phases de confiance absolument nécessaires, mais les deux de manière concomitante, c'est impossible. On ne peut pas et regarder, ouvrir les yeux et fermer les yeux en même temps. Donc encore une fois, c'est dilué dans le temps, il faut ces deux phases-là, mais ce n'est pas possible de façon concomitante. Si je décide de faire confiance à mes enfants pour traverser la rue, je ne suis pas derrière eux, derrière le buisson, derrière une voiture, à leur dire c'est pas comme ça qu'il fallait traverser. Travailler, c'est un lapsus parce que c'est aussi un gage de confiance le travail. Donc il y a des phases de contrôle, il y a des phases de confiance, mais c'est très difficile de mêler les deux. Et on le voit notamment avec l'exemple du télétravail qui évidemment se généralise en France, en tout cas qui se massifie depuis la période Covid. Et c'est la concrétisation de ce que je raconte sur la confiance. Le travail oblige un management par
le télétravail oblige un management par la confiance. On ne peut pas regarder ce que fait l'autre exactement, on parie sur lui, on parie sur son efficacité et son exigence personnelle, et advienne que pourra. C'est pour ça que c'est très bien perçu aussi, pour 70% des salariés, pour 5 millions de personnes, c'est très bien perçu, et les gens sont très favorables au télétravail. Bien sûr, ça facilite, c'est un gain temporel, c'est une facilité spatiale, bien sûr. Ça, ce sont des évidences, j'ai pas envie de m'attarder dessus, mais c'est surtout une libération psychologique. On n'est plus visible en permanence. Vous avez vu que les bureaux, les open space, les flex office font qu'on est tout le temps visible. Or, il suffit de se savoir visible pour agir comme si nous étions vus. On est sans cesse en représentation, même de manière inconsciente. On fait signe qu'on travaille, mais quand on fait signe qu'on travaille, on ne travaille pas. Quand, vous savez, c'est Sartre qui prenait cet exemple de l'élève attentif qui veut paraître attentif auprès de la maîtresse. Donc, il pense à son image d'élève attentif. Il fait tout. Il acquiesce au dire de la maîtresse. Il ouvre des grands yeux, etc. Résultat, il n'écoute absolument rien de ce que la maîtresse raconte. Et très souvent, vous en avez croisé comme moi dans les bureaux, des gens qui s'agitent avec des dossiers sous le bras, qui montrent qu'ils travaillent, et résultat, ils ne travaillent absolument pas. Le télétravail empêche ou diminue cette comédie, cette théâtralité humaine. Il agit comme un tamis, seule la performance compte, seul le livrable compte. Il ne s'agit plus de faire des gestes dans tous les sens et de jouer celui qui travaille. Donc c'est un gage de performance, d'efficacité nette. Les études le montrent. D'ailleurs, les gens travaillent mieux en télétravail qu'au bureau pour la plupart. Et c'est un gage, et pourquoi c'est un bienfait psychologique, c'est aussi parce que c'est cette preuve de confiance que fait le management en laissant les collaborateurs télétravailler. Donc il y a un sentiment d'une reconnaissance, d'une liberté, d'une libération autorisée, et ce qui fait évidemment du bien, et ça contribue au mieux-être des collaborateurs. Sur le télétravail, juste un dernier mot, parce que ça fait partie de cette QVT et du thème que vous m'avez demandé. Très souvent, on entend les arguments, les contre-arguments suivants qui, pour moi, ne tiennent pas 2 secondes debout. Un, c'est très difficile à mettre en place. On l'entendait avant le Covid, vous avez vu à quel point ça s'est rapidement mis en place. En quelques jours, en quelques semaines, les plus grosses organisations se sont mises au télétravail. Et deuxième contre-argument, le télétravail va déliter les liens sociaux et le travail collectif. C'est archi faux aussi. Il y a le télétravail confinement, où là on ne s'est absolument pas vu, ou en tout cas que par visio, et il y a le télétravail hors confinement. Ce serait idiot de juger de l'essence du télétravail à partir de la circonstance du confinement. Le télétravail en temps normal, en temps hors confinement, n'empêche en rien de retourner au bureau. J'ai jamais vu encore, à part quelques exceptions américaines, mais c'est très rare qu'on télétravaille 5 jours sur 5. Donc le fait de télétravailler une journée ou deux de chez soi n'empêche en rien de retourner au bureau. Deuxième preuve du contraire, c'est que le présentiel n'a jamais garanti des liens collectifs très fructueux. Vous voyez comment les gens se parlent en open space ou en flex office. C'est pas forcément un travail collaboratif très, très dense. On s'envoie un mail pour ne pas déranger le voisin qui est à 1 mètre ou ne pas déranger l'ensemble de l'open space, ce qui fait qu'on se retrouve en télétravail quand bien même nous sommes en présentiel. Donc je ne suis pas certaine que le présentiel garantisse des liens plus forts. Et enfin, le télétravail permet d'éviter le présentiel pour le présentiel, et quand on se retrouve, c'est qu'on a véritablement envie de se retrouver ou besoin de se retrouver. Le fait d'avoir distancé et virtualisé les relations les rend d'autant plus désirables et désirées. C'est un peu comme en amour, il suffit d'être tout le temps quotidiennement à côté de celui ou de celle qu'on aime pour l'aimer un peu moins. Il suffit d'en être un peu séparé et distancé pour désirer le voir ou la voir un peu plus. Donc je ne crois pas du tout au délitement du collectif via le télétravail. Le télétravail marque vraiment énormément d'avantages. Je ne suis pas une jusque-boutiste du télétravail, il y a aussi des inconvénients, et l'inconvénient majeur sur lesquels il faut travailler et à partir duquel certaines innovations sont en train de se bâtir, c'est évidemment l'augmentation des inégalités sociales. Quand on n'est pas outillé numériquement, on est très vite laissé de côté. On l'a vu avec les enfants qui étaient en discontinuité pédagogique dès lors qu'ils n'étaient pas outillés numériquement. On le voit avec les personnes âgées qui, en plus d'être seules, d'être isolées, sont profondément seuls et exclus d'une certaine forme de sociabilité. Donc c'est surtout ces inégalités sociales qui sont à pallier, mais le raisonnement aussi un peu simpliste et qu'on entend venir de plus en plus, c'est de se dire en gros oui, le télétravail c'est bien gentil, mais c'est pour les travails de riches, en gros c'est pour les cadres, et puis ça augmente les inégalités sociales pour les métiers les éboueurs, les métiers dits de première ligne d'ailleurs dont on a parlé pendant la période Covid, qui ne peuvent pas télétravailler. C'est archi faux aussi. C'est pas archi faux parce que 2/3
tiers des métiers télétransposables en télétravail sont des métiers de cadre, ça c'est sûr, mais il y a des métiers très simplement rémunérés, bassement rémunérés, qui peuvent télétravailler, et des métiers de très riches qui ne peuvent absolument pas télétravailler. Un Mbappé ne va pas télétravailler, un chirurgien esthétique ne va pas télétravailler, un pilote de ligne ne va pas télétravailler, une assistante peut télétravailler, un téléconseiller télétravaille, c'est même inscrit dans son nom. Donc c'est trop simpliste de réduire le télétravail à une problématique sociale. Ça veut dire que le télétravail provient de différences sectorielles, ça dépend des métiers, ça dépend des branches, ça dépend du rythme du travail, mais augmente, ça c'est vrai, certaines inégalités sociales. Mais il ne provient pas simplement d'inégalités sociales. Tout ça pour dire que le télétravail est une preuve, un gage de confiance, et pour moi le mieux-être des collaborateurs, le bien-être des collaborateurs, sans parler de bonheur, dépend de cette confiance laissée, de cette autonomie laissée aux salariés. Le télétravail contribue évidemment à ce mouvement d'autonomisation. Dernière chose, sur la confiance, très souvent, pourquoi c'est dur, je vous l'ai dit, c'est parce que c'est un pari sur l'inconnu, parce que ça s'oppose à la logique du contrôle, donc c'est très difficile en termes de management de laisser confiance, de faire confiance. Et enfin dans l'entreprise, on est dans un univers contractuel, or le contrat, encore une fois, ça s'oppose à la confiance, contrairement à ce que dit Darty. Le contrat de confiance, c'est un oxymore. Dès qu'il y a contrat, il n'y a pas confiance. Dès qu'il y a confiance, il n'y a pas contrat. Le contrat, c'est une relation symétrique qui rend plus ou moins prévisible l'avenir. Si on signe un contrat entre nous, on sait exactement ce qui se passera en cas de défaillance ou de déception. Donc c'est symétrique et ça rend prévisible l'avenir. La confiance est asymétrique, je vous donne ma confiance, donc vous pouvez toujours me tromper. Si vous me faites confiance, je peux toujours vous tromper. On est dans une vulnérabilité, dans une asymétrie, et ça rend absolument incertain l'avenir. Je ne sais pas comment l'autre va se comporter, vous ne savez pas comment je vais me comporter. Donc c'est asymétrique et incertain. Le contrat, c'est symétrique et c'est certain. C'est absolument la logique inverse. C'est pour ça que c'est encore très difficile d'insuffler, d'instaurer un management par la confiance, même s'il y a énormément d'exemples d'entreprises. Je pourrais vous en citer lors des questions-réponses, lors de la discussion, on pourra échanger sur ces entreprises qui font preuve d'un management par la confiance, pas simplement au sens philanthropique du terme et bien pensant et le mot qui fait bien philosophiquement, mais concrètement avec des systèmes de rémunération différents, avec des modes de fonctionnement comme le télétravail très différents. Donc ça peut se concrétiser très, très simplement. Voilà, me semble-t-il, la troisième dimension de l'action. Donc voilà pourquoi j'ai tant insisté sur l'action qui suppose des prises de risque et donc de l'intuition, du sens et donc une pensée sur la finalité de ce qu'on fait, de la confiance et donc du pari assez irrationnel sur l'autre ou sur soi-même. Ces trois dimensions sont constitutives de l'action. Et pour moi, on ne peut pas parler de QVT ou de qualité de vie au travail, de bien-être au travail ou si vous voulez de bonheur à travail sans penser à l'autonomisation possible des collaborateurs. Il y a un mouvement d'individualisation, il y a un mouvement d'autonomisation et l'autonomie suppose ces trois choses-là. Voilà pourquoi j'ai tant insisté sur ces ingrédients qui pour moi constituent le vrai mieux-être des collaborateurs en opposition totale avec les artifices dont j'ai parlé en introduction. Bon, mon temps est terminé, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Marc, je vous redonne la parole pour les questions-réponses s'il y en a. On peut mettre un peu plus fort ou pas? Oui, merci beaucoup Julia de Funès. C'est toujours un plaisir de vous écouter et de vous lire, de vous entendre. Et ça va toujours très très vite, c'est toujours très stimulant. Et ça a aussi stimulé pas mal de questions parmi les participants. Moi, je voulais commencer déjà parce qu'il me semble, sauf erreur, dans une ancienne vie, vous étiez aussi recruteuse, c'est bien juste? Chasseuse de... Dans la même vie, mais oui. Oui, dans la même vie. Donc, on a parlé aujourd'hui toute la journée de marque employeur, d'employer branding, pas d'employer branding, de personal branding. Alors, je voulais savoir peut-être ce que vous pensiez de ça. Est-ce que vous pensez que c'est aussi un révélateur de justement ce mal-être en entreprise, qu'on ait tendance à vouloir tellement redorer le blason, beaucoup de communication, toutes ces stratégies pour attirer les meilleurs? Qu'est-ce que vous pensez de tous ces termes? Marque employeur, personal branding, expérience collaborateur, qu'on va traiter aujourd'hui. Qu'on voit très peu, vous m'avez dit? Ou qu'on voit... qu'on va traiter aujourd'hui et qui est vraiment qui est tout en haut de l'agenda des RH. C'est vraiment aujourd'hui l'avenir, c'est comment se positionner sur un marché, mais ça passe par la communication, créer des contenus, cibler vos publics, leur envoyer des messages,
alimenter un pool de talents parce qu'on n'arrive pas à les retenir justement. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, tout ce qui est affichage et tout ce qui est marque employeur, ça date quand même depuis des années. On en parle quand même depuis très longtemps. Quand on a besoin de se valoriser à l'extérieur, c'est souvent qu'il y a parfois une petite déficience à l'intérieur. C'est un peu comme nous, quand on se part de vertu et qu'on dit qu'on est très généreux, très travailleur, très ce que vous voulez, c'est qu'en général, on a besoin de le montrer. Donc, effectivement, dans les faits, ça se prouve pas toujours. Néanmoins, je sais très bien qu'il faut aussi diffuser en externe beaucoup de choses de soi pour faire parler de soi et attirer. Mais je trouve que les plus jeunes générations sont beaucoup plus dans l'authentique et dans l'effectivité des résultats et du concret, que ce soit pour la vie personnelle dans la société ou dans l'entreprise. Il y a une exigence d'authenticité parce que avec les générations précédentes, on était quand même beaucoup dans la parade, dans l'image sociale, et je trouve que ça perd un tout petit peu. Alors, ce serait très contradictoire parce qu'on pourrait me dire oui, mais les réseaux sociaux, ce n'est que de l'image sociale, mais néanmoins, dans sa façon de gérer sa vie, je trouve qu'il y a un peu plus d'authenticité et ça s'explique philosophiquement par une histoire des idées. En gros, je vais très très vite, mais on assiste à une chute progressive des autorités, des grandes transcendances, de ce qui donnait du sens par l'extérieur. Et on voit un mouvement d'individuation, un mouvement progressif d'individualisation ou d'individuation qui fait qu'on se concentre de plus en plus sur l'individu, sur ses faits, sur ses gestes, sur ses actes. Donc tout ça, je pense, et ça me fait penser aussi aux valeurs d'entreprise qu'on affichait et qu'on continue d'afficher beaucoup dans les entreprises et qui sont pour moi des vitrines éthiques, des vitrines du marketing, si vous voulez, mais ça n'a jamais rassemblé vraiment beaucoup de monde. Donc, il suffit pas d'afficher, c'est pas ça qui fait, même si c'est une nécessité de com, c'est surtout concrètement comment ça se passe à l'intérieur. Et je pense que les gens ne sont pas dupes, ou en tout cas, faut pas les prendre pour des dupes. Il faut voir concrètement comment ça se passe de l'entreprise. C'est un accessoire, mais c'est vraiment pas essentiel. Et je trouve qu'on prend beaucoup de temps, sinon à en perdre, à travailler à tous ces artifices de com finalement. Oui, vous avez tout à fait raison. On a parlé justement ce matin de ces nouvelles générations qui sont beaucoup plus authentiques et qui s'ouvrent beaucoup plus. Et par exemple, l'idée de l'ambassadeur d'une entreprise, c'est-à-dire trouver les collaborateurs qui sont les plus dévoués, dédiés et qui vont aller répandre la bonne parole, c'est la manière la plus efficace pour s'entourer des meilleurs et d'attirer les meilleurs. Mais ça exige justement une ouverture et la frontière entre vie privée et vie professionnelle, elle est plus si claire. Et il y a une autre chose qui m'avait qui m'a marqué, c'est-à-dire par rapport à cette authenticité, c'est de s'ouvrir et de parler. Et moi, personnellement, il y a quand même un masque professionnel que je porte. J'ai pas envie de tout dévoiler à mon employeur. Il y a des choses qui restent de ma sphère privée, mais comme vous dites, on sent dans les générations qui montent qu'il y a comme ça une espèce d'ouverture, une authenticité. Tout peut se dire parce que c'est authentique et puis il faut tout montrer. Comment vous pensez? Oui, c'est vrai, et je trouve l'entreprise est devenue la nouvelle transcendance d'une certaine façon. Elle a remplacé les fameuses autorités dont je parlais à l'instant. C'est-à-dire que c'est plus la politique qui fait l'autorité, c'est plus la religion qui fait autorité, c'est plus les classes sociales, heureusement, qui font autorité. Et l'entreprise est devenue la nouvelle transcendance. On attend quasiment tout de ses dirigeants ou de ses employeurs. On attend, j'en ai souvent parlé, on attend même d'être heureux. Enfin, c'est pas qu'on attend, mais c'est que l'entreprise a une responsabilité maintenant, entre guillemets, sur le bien-être des collaborateurs. Et effectivement, ça rend très poreuse la séparation vie pro et vie perso. Un des inconvénients du télétravail, c'est cette difficulté justement à gérer cette dichotomie-là. Et je pense que c'est pas forcément souhaitable. J'ai toujours trouvé comme un artifice de la pensée le fait de séparer vraiment vie pro, vie perso, parce que la vie est une, et c'est oublier toute la dimension holistique de l'individu et de la vie que de les séparer, de les compartimenter. C'est bien sûr faux, parce qu'il suffit d'avoir un problème dans sa vie perso pour se rendre compte des impacts dans le travail, ou d'avoir un problème dans le travail pour se rendre compte des impacts dans la vie personnelle. Donc, quand tout va bien, on peut compartimenter, mais il suffit d'un grain de sable pour voir la porosité des deux. Je pense pas qu'il faille effectivement tout dévoiler, mais on est dans une ère dans l'ère de l'aveu, il faut se confier. Maintenant, dès qu'on a un problème, on écrit un livre pour que les gens partagent cette expérience. Et puis cette libération de la parole a beaucoup de vertus, bien sûr, mais je trouve qu'elle a aussi beaucoup d'abus, et on le voit dans les entreprises avec notamment beaucoup
de coachs qui rentrent dans la vie psychique des gens, beaucoup de consultants qui rentrent dans la vie psychique des gens et qui peuvent faire du bien de temps en temps, j'y crois moyennement, mais en tout cas qui peuvent faire beaucoup de mal aussi. Donc je pense qu'il faut avoir ce discernement, cet esprit critique, mais les gens sont tellement vulnérables aussi qu'ils se livrent très facilement, et c'est tout le problème. Mais Ouais, non, mais tout à fait. Et donc c'est très nuancé vos propos comme toujours. Et puis ce que j'aime bien, c'est que dans ces entreprises libérées que vous avez évoquées, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler aujourd'hui parce qu'on a 3 thèmes qui ont causé pas mal de questions. Mais ces entreprises libérées considèrent justement la personne humaine dans son entier et sont moins fans de cette séparation un peu artificielle qu'on connaît jusqu'à maintenant. Il y a 3 thèmes qui ont beaucoup intéressé. C'est la question du bonheur, la question du sens et la question du télétravail. Vous avez touché les 3 assez longuement. Alors, sur le bonheur, par exemple, Cynthia Colliard demande est-ce que c'est une responsabilité donc personnelle de l'entreprise ou une responsabilité partagée? Alors, je peux me tromper, mais je pense que c'est une responsabilité personnelle, pas au sens où le bonheur dépend de moi uniquement, mais certainement pas de l'entreprise. L'entreprise, c'est un centre de profit, d'audace, de risque. On mène ensemble un projet. Ça peut être une source, elle peut être le lieu de réjouissance et d'accomplissement personnel, mais elle n'a pas à se soucier du bonheur des collaborateurs. Il ne s'agit pas de revenir au temps des années 50, 60 où ça pouvait être le bagne, parce qu'il ne s'agit pas du tout de dire ça. Mais je crois que le bonheur est une affaire trop personnelle, une affaire entre soi et soi-même pour responsabiliser les managers sur cette problème-là. Faire en sorte que les conditions de travail soient les meilleures possibles, faire en sorte de laisser agir, comme je l'ai dit dans la conférence, les salariés. Ça, ce sont des sources de... Ça, c'est une responsabilité managériale. Mais entre se réjouir, s'accomplir et être heureux, il y a aussi ces 2 choses différentes. Et sur le bonheur, non, je pense que on est l'unique responsable au sens c'est une affaire entre soi et soi-même, comme je l'ai dit. On peut pas définir le bonheur. Si je vous demande quel serait votre bonheur demain, vous allez me dire quelque chose. Moi, je vais vous dire autre chose. Donc, c'est vraiment subjectif. Et en même temps, le bonheur dépend de personnes qui dépassent le petit moi et l'individualité. Mais c'est des personnes qui, en général, sont dans l'entourage proche. Ce sont les gens que vous aimez qui vont compter pour votre bonheur. Ce n'est pas votre manager, sauf si c'est votre amant ou votre maîtresse ou votre mari ou votre femme. Mais sinon, c'est évidemment l'entourage proche qui compte pour le bonheur et certainement pas les collègues de bureau. Ça peut être des relations sympas, ça peut être des réjouissances, mais parler de bonheur, c'est vraiment philosophiquement beaucoup plus lourd. Donc, je pense que c'est une responsabilité personnelle avec son entourage proche et que ça n'incombe en rien à l'entreprise ou au manager de s'occuper du bonheur. Il y a déjà beaucoup trop de choses dont il faut s'occuper quand on est manager ou dirigeant, en plus du bien-être des collaborateurs. Ok, merci. Il y avait pas mal de questions sur le sens au travail. Enfin, il y en a en tout cas une qui demande quel est parce que vous avez un peu teasé le sujet pendant votre présentation en nous disant on va peut-être y revenir après. Oui. Alors, cette question du sens au travail, au-delà évidemment du profit et de la croissance. Cette question est remise en question aujourd'hui. Enfin, elle est débattue. Elle est très très importante. Tous les intervenants en ont parlé aujourd'hui. C'est la question du sens. Elle est fondamentale. Mais on sent quand même que les entreprises ont de la peine, à en produire du sens. Oui. Donc c'est très important, mais en même temps il y a un manque. Oui. Et c'est parce que parfois on ne sait pas. Et c'est pour ça que je voulais pas être longue dans la conférence. Je l'ai pas défini le mot sens. Et si on le définit pas, c'est encore plus dur à trouver parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Et le sens, quand on décortique le concept du point de vue philosophique, on comprend très bien la logique, on comprend par quel moyen le trouver. Donc, si vous me donnez 3 minutes, je définis le sens du mot sens au sens philosophique. Et oui, on vous donne. D'accord, je le prends de toute façon. Si vous ouvrez le dictionnaire au mot sens, en gros, vous avez 3 acceptions du terme. Vous avez celui qu'on oublie tout le temps, qui sont les 5 sens, au sens des sensations. Vous avez la direction et vous avez la signification de quelque chose, le pourquoi de quelque chose. Voilà le sens, c'est signification, sensation, direction. A priori, ça n'a rien à voir. Vous voyez aucun lien entre sensation, direction et signification. Et pourtant, si elles sont réunies sous le même mot, c'est qu'il y a un point commun. Et le point commun, c'est la définition du sens. Le point commun, je vous le donne, il est facile à comprendre, il est dur à trouver. C'est que le point commun entre ces 3 acceptions-là, c'est qu'à chaque fois, le sens est extatique, il est extérieur. Quand on cherche un sens, on cherche une extériorité. Je vais concrétiser ce que je dis. La philo, c'est comme les maths, mais avec des idées. Si vous prenez la première acception du terme, le terme de sensation, essayez de toucher votre toucher, c'est impossible. D'entendre votre voix, c'est impossible. De voir votre regard, c'est impossible. Il vous faut à chaque fois une extériorité,
un micro, une vidéo, un enregistrement, pour avoir accès à votre propre sens. C'est-à-dire que le sens, en termes de sensation, n'est accessible que par une extériorité. Pour la direction, c'est la même chose. Paris-Genève ne fait sens que le temps du trajet. Une fois que je suis à Genève, Paris-Genève ne fait plus sens. Autrement dit, le sens est toujours où l'on va, là-bas, ailleurs, jamais là où l'on est. Il est toujours extérieur. Et pour la signification, c'est la même chose. Si je dis le mot micro, le mot micro n'a aucun sens s'il ne renvoie pas à un micro extérieur, à une chose extérieure. Donc vous voyez que le sens, très rigoureusement, il renvoie toujours à une extériorité. C'est la même chose pour le travail. Travailler pour travailler n'a aucun sens. On travaille pour une extériorité, soit pour nourrir ses enfants, s'acheter une maison, partir en vacances, s'éclater, etc. Donc, trouver son sens, trouver du sens, c'est trouver une extériorité, un projet plus grand qui permette de justifier l'action. Mais c'est toujours chercher ailleurs. Se projeter ailleurs. Quand on dit à quelqu'un trouve du sens dans ton boulot et donc il se concentre sur son boulot, c'est le meilleur moyen de louper le sens de ce qu'il fait. Je travaillais il y a pas longtemps pour une entreprise de robotisation et le dirigeant dit en introduction de séminaire, nous le sens de notre métier c'est de construire des robots. Ça n'a aucun sens. C'est pas ça le sens d'une entreprise. On s'en fiche de construire des robots. Le sens de leurs robots, c'est de permettre d'affûter les équipements médicaux, pour l'automobile, pour l'aéronautique. Bref, ça avait des applications extérieures bien plus concrètes et qui font dreamer un certain nombre de personnes bien plus que juste construire des robots. Donc, encore une fois, c'est vraiment, et je prends l'exemple d'Elon Musk, pourquoi il fait dreamer un certain nombre de personnes, c'est pas du tout parce que c'est un manager formidable, il est contesté, contestable, très critiquable à sur plein de points, mais à chaque fois, il trouve un sens quand il dit pourquoi les gens veulent aller bosser pour lui, c'est pas parce qu'il promet un profit formidable, c'est parce qu'il a un projet formidable. C'est ça le sens, c'est de se dire on va aller coloniser Mars. Alors formidable, on peut contester, moi ça me ferait pas dreamer, mais coloniser Mars, implanter des puces dans le cerveau. Enfin, il a des sens qui dépassent vraiment la performance financière et économique de l'entreprise, qui est absolument nécessaire. Il ne s'agit pas de critiquer ça, mais elle n'est plus du tout suffisante. Donc, il faut chercher une extériorité, une application concrète à ce qu'on fait. Donc, mais c'est intéressant parce que pourquoi effectivement c'est tellement difficile et pourquoi est-ce que de nombreuses entreprises confondent les produits qu'ils font, leur valeur ajoutée sur le marché avec ce sens, cette finalité-là. Quelle est la question? Il y a tout un tas il y a 60 RH là qui nous écoutent maintenant, qui s'intéressent à cette question-là, qui ont envie d'envoyer des messages qui correspondent et à ce sens profond. Quelle est la question qu'on pose en entreprise pour essayer d'y atteindre, en sachant que c'est pas facile? La seule question, elle paraît simple, mais elle est très compliquée, c'est pourquoi? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on met des valeurs se placarder sur l'entreprise? Pourquoi? Et après, quand on trouve la réponse, il faut reposer le pourquoi. Et c'est sans fin. Et c'est tout un travail assez philosophique parce que c'est très difficile de se poser la question du sens. Ça va pas de soi. C'est toute une gymnastique d'esprit, donc ça s'improvise pas. Mais c'est toujours se remettre en question ce qu'on fait. Et tant qu'on n'a pas réussi à mettre le sens, il tient en 4 mots. Vous prenez toutes les grandes entreprises, que ce soit, je vais prendre les exemples les plus connus, Facebook, relier le monde, Elon Musk, coloniser Mars, je sais plus. Vous prenez tous les grands slogans des entreprises, c'est en 3 mots, c'est aux 4 mots, c'est pas du tout compliqué. L'autre jour, je travaillais sur un texte d'accroche d'une entreprise qui avait fait tout un paragraphe sur le sens. Ça veut dire qu'il n'y en a aucun. À un moment, il faut qu'on sache en 5 mots à quoi on sert. Et ça suppose évidemment tout un travail, mais la seule question, c'est pourquoi. Et à la fin, on arrive à une application concrète. Mais en fait, le sens, il se réduit souvent à une application soit humanitaire, sociale, environnementale, sociétale. Mais à un moment, il faut qu'on voit l'impact sur le monde au sens global du terme. Tant qu'on voit pas ça et qu'on reste dans la logique de l'entreprise, il n'y a plus aucun sens. Merci beaucoup. Alors, on va revenir juste à un petit parenthèse sur le bonheur au travail. Jennifer Begoul dit puisque le bonheur est personnel, est-ce qu'une solution ne serait pas que l'employeur propose des avantages à la carte afin que chacune puisse choisir ceux dont il a besoin ou il souhaite bénéficier du temps, de la libération, d'autres avantages? Oui, moi je trouve ça formidable d'être à la carte. Alors le problème c'est la taille de l'entreprise parce que quand l'entreprise est très grande, c'est très difficile de faire à la carte. Mais plus on ira, me semble-t-il, vers une singularisation des désirs, des aspirations, vers un souci individualisant
pour les collaborateurs, plus on se rapprochera de leur vérité et de la vérité de leurs aspirations. Encore une fois, on retrouve ce cheminement à travers toutes les sphères de la société. On va vers cette individualisation-là. Donc, effectivement, on peut pas le faire dans les grandes entreprises parce qu'il y a trop de monde, mais il faut affûter le sujet et l'affiner en fonction des individus. Donc, moi, je suis plutôt partante pour aller dans cette logique-là. Tout ce qui est collectif, même les formations, vous voyez, quand on impose aux gens ces types de formations, on en perd beaucoup sur le côté de la route parce que encore une fois, on touche à des sujets qui sont pas universalisables ou forcément à travailler ensemble. Merci beaucoup. Sur le télétravail, vous avez pas mal parlé aussi, et je suis tout à fait d'accord avec vous que ça a révélé. Enfin, c'est des choses qu'on m'a rapporté, des comportements qui font croire qu'on travaille. C'est typiquement des personnes qui aiment bien organiser des séances de travail et qui ont souvent une voix qui porte et qui ont pas mal d'influence. Et finalement, ces personnes-là, on a remarqué que elles avaient finalement assez peu d'impact puisqu'elles manquaient assez peu pendant cette période spéciale. Et donc, effectivement, le télétravail, comme vous avez très bien dit, a révélé pas mal de comportements. Bruno Bonafonte, qui nous regarde, il demande quand même, est-ce que c'est la panacée? Alors, vous avez dit, il y a des limites parce que pas tout le monde a accès, hein, il y a des inégalités sociales. Est-ce que c'est la panacée, ce télétravail? La panacée, c'est pas le télétravail. La panacée, c'est l'adaptation, l'adaptabilité pour chacun. Ça répond aussi à la question d'avant sur l'individualisation des choses, mais c'est surtout dans l'hybridation, le rythme. Pour moi, le télétravail, c'est vraiment un allègement de contraintes. Donc, si on commence à l'imposer de manière assez rigide, à en faire une norme, ça va contre l'essence même du télétravail. C'est contradictoire en soi. Donc, la panacée, c'est d'être dans cet ajustement individuel ou en tout cas par équipe. Et pour moi, c'est de laisser l'autonomie aux équipes, aux managers d'équipe, d'ajuster la façon de télétravailler le mieux possible pour les individualités qui constituent l'équipe. La panacée, c'est cette souplesse-là. C'est pas le télétravail en soi, parce que si le télétravail est contraint ou obligatoire, ça va devenir un carcan aussi. Et puis, si le télétravail n'est pas régulé, c'est aussi un gros problème. Donc, c'est pas dans le mode opératoire qu'est le télétravail qui est la panacée, mais c'est dans la souplesse qui le permet. Et il faut garder cette souplesse dans l'organisation même du télétravail, sinon c'est une pétition de principe. Super, merci beaucoup. Il y avait sur votre trio prise de risque, sens et confiance, hein, qui sont les ingrédients importants de la vie en entreprise. Lauriane Calus, qui nous regarde également, demande si est-ce qu'on ne pourra pas changer le management sans risque actuel. Donc, elle sous-entend qu'aujourd'hui, la génération qui est au pouvoir dans les entreprises, ils ne veulent pas prendre de risques. Donc, elle demande, est-ce qu'on va devoir simplement attendre une nouvelle génération? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? On est condamné à attendre encore 10 ans, 20 ans, que ces personnes, dont je pense que je fais partie aussi, qui n'osent pas prendre de risques, partent à la retraite. Qu'est-ce que vous allez remonter lui le moral à Lauriane Calus? Oui, non, moi je suis pas attentiste à ce point-là, et puis on n'attend pas les disparitions. Ce serait vraiment très cynique et horrible de notre part. Mais en plus, je pense pas, parce que on est acculé par ces plus jeunes générations et par les événements qu'on traverse à repenser les modes de fonctionnement. Donc même, et j'ai beaucoup d'exemples, même des générations précédentes, antécédentes, sont bien obligées. Sur le télétravail, sont bien obligées de s'y mettre. Sinon, elles voient bien qu'elles loupent un wagon et qu'elles sont complètement à côté de la plaque. Donc, je pense que c'est la nécessité qui va faire en sorte qu'ils s'adaptent, ou qu'elles s'adaptent, ces générations plus anciennes, et qu'on n'attendra pas 10 ans, parce que la course est beaucoup plus rapide que ça. Donc, non, il faut qu'ils s'y mettent là. Et puis, ça fait partie de l'augmentation de l'intelligence humaine, de se perfectionner en permanence, de changer de normes. Vous savez, c'est Canguilhem qui disait la santé mentale, c'est quoi? C'est pas de rester sur le même modèle, c'est de pouvoir changer de norme. Quand on est malade, notre corps a une autre norme, et trouver la santé, c'est changer de norme. C'est exactement la même chose pour l'esprit. C'est cette capacité à évoluer. Ceux qui ne sont pas capables de le faire sont déjà morts, mentalement parlant. Donc non, je crois pas qu'il faille attendre. Je pense qu'il faut s'y mettre tout de suite, et que l'homme est suffisamment perfectible. Je m'inspire de Rousseau pour saisir à quel point il peut s'adapter et se mettre à la page.
Magnifique, merci beaucoup. Donc, on va terminer là-dessus. Dernière question, ça concerne justement ces entreprises libérées. Hein, et Rachel Erard demande si vous pouviez citer quelques noms de ces entreprises où justement le management par la confiance est appliqué. Et voilà, est-ce que vous pensez plus largement que c'est l'avenir ce livre Reinventing Organizations de Frédéric Laloux, hein, qui a ouvert les perspectives. Hein, il date quand même déjà, sauf erreur, 2013. Mais en tout cas, en Suisse romande, il y a de plus en plus d'entreprises qui choisissent ce mode-là. Alors, c'est plus ou moins rigoureux dans l'application. Hein. Holacracy One des États-Unis, c'est très rigide et très codifié. Mais d'autres entreprises qui prennent des petits bouts de recettes ici et là. Il y a cette notion aussi de l'être humain qui est considéré dans son entier. Il y a beaucoup moins cette séparation vie privée, vie professionnelle, et il y a la confiance. Donc, est-ce que vous avez des exemples autour de vous d'entreprises qui partent dans cette voie-là et parlez-nous un peu de ces entreprises dites libérées. Alors, je fais une grande distinction et c'est pas pour moi les entreprises libérées justement qui appliquent ce management par la confiance. Il peut y avoir des entreprises libérées qui appliquent le management par la confiance, mais il y a des entreprises non libérées qui appliquent le management par la confiance. Et je suis pas très favorable à les entreprises libérées. Il y a 2-3 ans, j'étais avec Isaac Gates qui a évidemment théorisé l'entreprise libérée et je lui disais oui, mais enfin à grande échelle ça marche pas. Il y a quelques exceptions, mais c'est vraiment infime et c'est aux États-Unis. Mais au-delà d'un certain nombre de personnes, on peut pas être en entreprise libérée. Imaginez la SNCF en entreprise libérée ou Air France en entreprise libérée. C'est déjà qu'en entreprise normale c'est compliqué. Donc je suis pas du tout. Il y a des bonnes choses à prendre dans l'entreprise libérée, mais je suis pas favorable à l'absence d'autorité, à l'absence de normes, de hiérarchie et de procédures non plus. Je pense qu'il y a vraiment du bon à prendre et il y a du bon à garder aussi dans l'ancien modèle et tout est dans cet ajustement là. Donc le tout transversal a tendance à niveler tout le monde et je pense qu'on peut penser la hiérarchie sans la penser en termes de servilité ou de servitude. C'est pas parce qu'on a un lien hiérarchique qu'on est servile de l'autre. Au contraire, il faut essayer de penser la collaboration sans ce rôle de soumission, mais avec une hiérarchie. Il faut des chefs, il faut du charisme pour fédérer des équipes. Et si on n'a pas de chef, on va pas très loin. En général, à un moment, il faut qu'il y en ait un qui décide ou une qui décide et qui prenne les décisions. Donc l'entreprise libérée, non. L'entreprise de l'ancien modèle, non plus. C'est vraiment une entreprise libératrice pour moi qui est quand je pense management par la confiance, c'est ni libéré ni liberticide évidemment, mais c'est vraiment libératrice. Libératrice, c'est celle qui laisse agir et j'ai voulu définir l'action aujourd'hui ses collaborateurs et j'ai des exemples concrets. Alors je vais les citer, mais c'est évidemment entre nous, mais si vous connaissez Pascal Desmurger qui dirige la Maïf, il a écrit un livre qui s'appelle L'entreprise du 21e siècle sera ou ne... j'ai un trou de mémoire, pardon, sur son titre. C'est Pascal Desmurger. Enfin, vous retrouverez. Oui, ils vont mettre ça dans le chat. Ouais, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire sur son livre. Moi, il a tout théorisé. Il a vraiment montré à quel point il a organisé un système de rémunération par la confiance, à quel point il était dans le télétravail pour certaines fonctions. Enfin, c'est très concret son bouquin, et c'est vraiment ce que j'appelle un management par la confiance. Et c'est pas du tout une entreprise libérée, pour autant. Il y a dans d'autres, je peux vous citer plein d'autres noms, mais celui-ci il est bien parce que vraiment comme il a concrétisé ce qu'il raconte dans un livre, on peut s'y référer et il est vraiment assez formidable dans ce domaine-là. Écoutez, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de vous accueillir et de vous entendre cet après-midi. Pour ma part, pardon ? Merci à vous, c'est moi qui vous remercie. Ouais. Non, vraiment. Moi, pareil, je remercie toute l'équipe de Job Campaign, Marcel Fustier, qui va prendre la parole maintenant pour le mot de la fin. Mais merci à tous les intervenants. J'ai vraiment trouvé que c'était une journée très riche et j'ai appris beaucoup de choses. Je connais bien le milieu et je connais bien ces sujets, mais là, c'était vraiment très détaillé, très concret. Et puis, j'ai eu beaucoup de plaisir à animer cette journée et être avec vous aujourd'hui. Marcel Fustier, c'est à vous pour la fin. Merci Marc, merci pour cette magnifique journée qu'on a eu à partager tous ensemble. Donc c'était vraiment un moment de partage et puis d'information, comme tu l'as très bien dit. C'est vrai que c'était un challenge pour nous de mettre ça sur pied
en raison de la situation du Covid. Mais c'était un challenge réussi et ça, je suis aussi très content vis-à-vis de mon équipe qui a fait un super boulot derrière et aussi notre partenaire sur lequel on a pu compter pour mettre ça sur pied. Voilà. À partir de là, aujourd'hui, on va vous faire les replays, donc vous pourrez les revoir et les recevoir d'ici 2-3 jours. Donc, pas de souci de ce côté-là. Donc, même si vous n'avez pas pu suivre toute la journée entière, donc vous pourrez les recevoir et les revoir tout tranquillement. Voilà. Les questions, vous pourrez aussi les poursuivre aussi maintenant sur notre réseau social LinkedIn ou sur Internet, où il y aura aussi la possibilité de pouvoir échanger avec vous. Et puis, voilà, moi, je vais gentiment conclure en disant que c'était magnifique et puis qu'on espère se revoir tout bientôt pour une deuxième édition. Donc, moi, je la confirme déjà parce que j'ai envie de continuer et je crois que c'est important de s'investir dans ce métier des ressources humaines et je crois qu'on a aussi des choses à dire et c'est important d'aller dans cette direction. Voilà. Et puis, un grand remerciement à Marc aussi pour cette belle journée d'animation que tu as faite, où tu as fait des super questions-réponses avec tout le monde. À tout mon team, donc, je répète aussi que c'est important, et aux orateurs, donc je répète aussi toutes les personnes qui étaient présentes, et vous, les participants qui avez joué le jeu avec nous. Voilà. Donc, merci beaucoup, à tout bientôt, et une belle fin de journée à vous. Au revoir.